Emmanuel Macron ira finalement bien à Kiev aujourd'hui. Ce sera sa première visite en Ukraine. Sur le terrain, Severodonetsk concentre l'attention. Cette ville située à l'est de l'Ukraine est dans une situation similaire à celle de Mariupol il y a quelques semaines. Malheureusement, là aussi, civils et militaires sont retranchés dans une usine et les morts se comptent par centaines. Pour en parler, notre invité ce matin à votre micro, Eva Soto, c'est Pierre Conessa, enseignant, ancien membre du comité de réflexion stratégique du ministère de la Défense et auteur du livre « Vendre la guerre ». Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio G. Alors, avant de revenir effectivement sur ce qui semble s'annoncer comme la première visite en Ukraine d'Emmanuel Macron, je voudrais voir avec vous ce qui se passe par rapport aux relations entre Jérusalem et le Kremlin, puisque l'ambassadeur israélien à Moscou a été convoqué hier par le ministère russe des Affaires étrangères à propos de frappes la semaine dernière contre l'aéroport de Damas, des frappes en fait qui visait bien sûr des milices iraniennes en Syrie. Il y a eu un changement de braquet là-dessus de la Russie qui jusqu'à présent laissait grosso modo Israël agir en la matière en Syrie. Votre analyse de cette situation ? Bon, je crois qu'effectivement la Russie essaye de marquer à nouveau le territoire. Vous savez, le retour de la Russie depuis que Poutine entend réaffirmer, si vous voulez, le statut de puissance, se traduit par différentes attitudes géographiques. Bon, sur le cas de la Syrie, c'est vrai que condamner Israël est toujours facile. Mais nous, évidemment, ce qui nous concerne le plus directement, c'est l'invasion de l'Ukraine. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de Poutine de rétablir, pas obligatoirement dans les anciennes frontières de l'URSS, mais en tout cas de rétablir un statut de puissance internationale. Alors, Pierre Conessa, un statut de puissance internationale, quel dispositif joue la Syrie et quel dispositif joue également l'Ukraine dans, entre guillemets, la récupération par la Russie de ce statut international derrière lequel elle court ? Écoutez, il faut reprendre un peu l'histoire dans le moyen terme. C'est vrai que n'oubliez pas qu'en 91-92, quand l'URSS disparaît, l'Occident est pris d'une espèce d'hubris guerrière et il se croit mandaté pour être le gendarme de la planète. Parce que, évidemment, la victoire du Golfe en 120 jours montrait qu'il y avait une telle supériorité des armées occidentales qu'on croyait que utiliser le moyen militaire était le moyen de résoudre toutes les crises. D'où cette extraordinaire stupidité qu'a été l'invasion de l'Irak par George Bush, qui a mis dans la région une pagaille absolument extraordinaire. Et évidemment, aujourd'hui, on n'en est toujours pas sorti. Bon, donc, penser qu'effectivement, c'est les Russes qui interviennent en Syrie, il faut le reprendre dans le temps long. Il faudrait déjà que les Occidentaux apprennent que utiliser la chose militaire se fait dans certaines conditions quand on veut vraiment faire la guerre, pas quand on veut faire quelque chose dont on ne sait pas exactement à quoi ça doit aboutir. Dans le cas de l'Ukraine, on le constate exactement de la même façon. Les Russes, au départ, ont lancé une offensive dont l'objectif principal semblait être Kiev. Et finalement, quand ça a commencé à résister, ils ont redéployé tous leurs dispositifs vers le Donbass et le Donetsk. Donc on est face à une puissance, si vous voulez, qui n'a plus les moyens de ses ambitions, en tout cas sur le plan militaire, et qui effectivement commence à caler en Ukraine. Donc de temps en temps, refaire un petit quelque chose au Moyen-Orient, ça donne un peu le sentiment qu'on tire plusieurs ficelles. Pierre Conessa, la Repubblica, le journal italien, publie des photos d'Emmanuel Macron dans un train ce matin, un train apparemment pour Kiev, des photos pour l'histoire de l'Europe, légende, le journal italien. Mais ces photos sont publiées alors que l'Élysée ne confirme rien à propos de ce voyage d'Emmanuel Macron à Kiev. À quoi ça sert cette stratégie de communication et comment il faut la lire ? Je ne sais pas si c'est une stratégie de communication. Quand vous photographiez quelqu'un dans un train, si vous ne savez pas quel est le train et d'où il part et où est-ce qu'il arrive, vous pouvez toujours dire qu'il est en train d'aller au pôle Nord. Donc non, je crois que Macron est assez décidé à aller à Kiev, mais il reste sur cette position qu'il avait affirmée, c'est-à-dire que la Russie sera encore une puissance un pays, une constante européenne, si vous voulez, pendant plusieurs décennies. Donc on ne peut pas faire comme si la Russie n'existait pas et penser que la défaite va la réinsérer, si vous voulez, dans un plan de sécurité européen. Ce que je crois qu'on a fait depuis 91, c'est qu'on a beaucoup privilégié les approches sécuritaires par rapport aux approches diplomatiques. Et vous savez que les Russes ont connu une période économique extrêmement difficile après la dissolution de l'URSS. Et donc, Poutine essaye de rétablir un peu de ce prestige impérial, si vous voulez. Bon. Donc, prendre en compte cette variable et puis surtout penser qu'il y a entre 25 et 30 millions de Russes hors des frontières de la Russie. Donc, en Ukraine notamment. En Ukraine notamment, mais pas seulement.
c'est ça aussi. C'est qu'il y en a aussi dans les pays baltes, qu'il y en a aussi dans l'Asie centrale, etc. Et donc, si on ne résout pas correctement la crise d'Ukraine, on risque d'avoir un effet de chaînage. C'est-à-dire que si on recule, Poutine se dira oui, je peux aller défendre mes Russes ailleurs. Et puis, si au contraire on l'humilie, on risque d'avoir une crise encore plus grave. Alors, donc, je crois que la voie diplomatique est importante. Justement, sur ce terme, humilier la Russie, vu la situation que subissent les Ukrainiens actuellement, c'est-à-dire effectivement ces bombardements, ce qui se passe à Severodonetsk, on y reviendra. Ce terme, humilier, il ne faut pas humilier la Russie qu'a employé Emmanuel Macron. Il peut être dur aussi à entendre, notamment pour les Ukrainiens, vu la situation qu'ils vivent en ce moment dans certaines villes. Bien sûr. De toute façon, effectivement, que la situation vue de Kiev et vue de Paris soit totalement différente, ça, je le conçois assez facilement. C'est eux qui sont en guerre. Cela dit, ayant suivi un certain nombre de conflits guerriers depuis une trentaine d'années, il faut quand même se rendre compte que la guerre en Ukraine, puisque vous pensez que c'est un pays qui a la dimension de la France, c'est une guerre qui, pour le moment, se limite à la zone Côte d'Azur. C'est-à-dire que ça n'est pas une guerre totale. Et donc, c'est une guerre dans laquelle les Russes, il faut bien le reconnaître, mesurent, si vous voulez, leur puissance militaire, n'utilisent pas n'importe comment. Quand on voit des images de Kiev, on s'aperçoit d'une ville qui finalement vit normalement. Et donc, il faut aussi se rendre compte que, si vous voulez, on n'a pas en face de soi l'armée rouge qu'on croyait voir déferler, si vous voulez, pendant la guerre froide. Donc, un peu de mesure. Et effectivement, c'est un pays, si vous voulez, hors conflit, qui doit effectivement, de temps en temps, exprimer un peu la voix de la diplomatie. Les Russes ont connu une très profonde humiliation après la dissolution de l'URSS. On leur a pas beaucoup tendu la main. Pierre Conessa, vous évoquez à juste titre, effectivement, que l'offensive ne se concentre plus pas sur Kiev. Vous l'avez dit tout à l'heure, aussi parce que l'armée russe n'a pas les moyens. Mais penchons-nous sur Severodonetsk. Severodonetsk aujourd'hui, Mariupol hier. Pourquoi est-ce que la Russie se concentre sur ces villes ? Je crois qu'effectivement l'ambition c'est rapatrier d'abord évidemment sur le Donbass et le Donetsk qui sont censés être les régions qui concentrent le maximum de population russe et qui sont adossées à la frontière russe. Ensuite, le deuxième axe c'est effectivement le contrôle de la mer d'Azov, mais vous remarquerez qu'au-delà de ces deux villes, Odessa n'est toujours pas tombée. C'est-à-dire que même dans cette ambition de contrôle de la mer d'Azov, si vous voulez, les Russes n'ont pas atteint leurs objectifs. Donc on est face à une situation, encore une fois, ce qui sur le plan militaire, mais parce que le temps médiatique est un temps quotidien, alors que le temps de la guerre, c'est pas tous les jours une annonce d'évolution significative du conflit. Donc il faut pas se précipiter et dire, voyez, après ça, il y aura ça, etc. Ces deux villes dont vous avez parlé ont toutes été des foyers de résistance très importants. Donc encore une fois, le grand port, c'est Odessa. Le grand port, c'est Odessa. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que la prochaine étape pour les Russes, c'est Odessa, c'est ça ? Absolument, oui, effectivement. S'ils veulent contrôler la mer d'Azov, c'est absolument indispensable. Vous voyez bien qu'à chaque ville nouvelle, si vous voulez, à chaque attaque nouvelle sur une ville, on s'aperçoit que l'armée russe cale, que ça prend du temps, qu'il y a une résistance acharnée des Ukrainiens. Et encore une fois, cette offensive militaire qui devait apparaître comme une espèce de blitzkrieg, comme une espèce de guerre éclair, traîne en longueur, se heurte un peu partout à des difficultés. Et partout, si vous voulez, les Russes sont obligés à chaque fois de concentrer leurs troupes pour essayer d'avancer un petit peu. Donc cette guerre est très compliquée à décrypter. Alors, Pierre Conesa, pour en revenir à ce qui semble être l'actualité du jour, donc la première visite en Ukraine d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Je crois qu'il faut en attendre simplement le fait que la position française soit comprise de manière plus claire. N'oubliez pas que la France fournit des armes aussi, c'est-à-dire qu'elle en fournit même plus que certains États qui ne se prononcent même pas sur la guerre. Donc on est face à quelque chose, si vous voulez, où il faut encore une fois conserver ses nerfs. Je comprends que Zelensky, effectivement, lance des appels à l'aide continue, mais on a des signaux totalement contradictoires sur cette guerre encore à chaque fois. C'est-à-dire que tous les jours, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, et puis fondamentalement, les combats continuent, mais sans avancée significative. Donc le fait d'aller à Kiev est une manière probablement de s'expliquer en direct avec Zelensky. J'espère qu'il en sortira une compréhension mutuelle, mais sur le fond, la position de la France était assez claire. On livre des armes. Et alors le problème justement des Ukrainiens, c'est plutôt d'avoir tellement de livraisons d'armes que toutes ces armes sont incompatibles entre elles. Donc c'est plutôt ça le problème. C'est à l'OTAN de mettre un peu d'ordre dans ces livraisons. Merci beaucoup Pierre Conesa d'avoir été avec nous en direct sur Radio J. Merci pour ces éclaircissements et bonne journée à vous. Merci.